Double ton investissement en 2 mois sans rien faire. On a tous vu cette promesse sur internet. C'est alléchant, donc on fonce, jusqu'à ce que la fraude soit révélée au grand jour. L'argent de centaines de victimes perdu. D'où viennent ces escroqueries? Ont-elles été créées récemment ou internet leur a simplement ouvert de nouvelles portes? Pour comprendre, nous devons remonter aux origines. La première, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire. Bernard Madoff, le dieu de l'arnaque. Vous voyez cette scène du loup de Wall Street où DiCaprio écrit le montant de l'action que son client vient d'acheter? Eh bien, grâce à Bernard Madoff, au revoir le papier. Toutes les transactions sont numérisées. Ça devient la base du deuxième plus grand marché d'actions des États-Unis, le Nasdaq. Il en devient même le président pour 3 ans en 1990. Pourtant, il est parti de loin. Il faut dire qu'il lance son fonds d'investissement seul en 1960, uniquement avec ses 5000 € d'économie. Même si ses premiers clients mettent un peu de temps à arriver, les avancées technologiques qu'il a amenées font parler de lui. Petit à petit, tout le monde lui fait confiance, il a fait ses preuves. Entre-temps, sa société d'investissement figure parmi les plus grands noms de Wall Street, avec des promesses d'un rendement de 10 à 12% par an. Élevé, mais pas non plus excessif. Jusqu'à ce qu'on découvre son escroquerie, la plus grosse arnaque financière de l'histoire. 65 milliards de dollars de pertes pour les victimes. Comment une telle supercherie a pu durer pendant quasiment 50 ans? Derrière ce personnage mystérieux se cache un génie de la manipulation. Par exemple, une technique qu'il a utilisée pour amener plus d'investisseurs était de terminer ses entretiens par une phrase culte, et surtout, n'en parler à personne. L'effet d'appartenance provoque une envie de se vanter de faire partie du club privé de Madoff. D'ailleurs, puisque vous appartenez au club très privé Technotrash, c'est le moment de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Dungeon Hunter 6. Une véritable pépite, mais chut, n'en parlez à personne. Dans ce monde fantastique, tu n'es pas juste chasseur de primes. Lorsque tu réussis à vaincre un boss, tu peux l'enrôler dans ton escouade et utiliser ses propres pouvoirs. Combien de fois on a rêvé de faire ça dans d'autres jeux? Et puisqu'il y a plus d'une centaine de ces créatures, avec chacune leur capacité unique, les possibilités d'évolution sont sans fin. Attention, même le perso le plus badass et puissant de ta team n'est pas toujours la meilleure stratégie. Besoin de passer en mode furtif, transforme-toi en animal, comme ce petit chat trop mignon. Envie d'action, combat en temps réel avec tes amis, et rassemble ta propre guilde. Plutôt l'âme d'un marchand, négocie avec le système d'enchères, ou teste ta créativité avec des arbres de compétences variés. Côté graphisme, les décors 3D sont tellement fous qu'on se demande si c'est vraiment un jeu sur téléphone. Pour tester par vous-même, rendez-vous en description ou scannez ce QR code pour télécharger Dungeon Hunter 6 gratuitement. En passant par notre lien, on vous offre direct un pack spécial de démarrage d'une valeur de 50 €. Et pour fêter le lancement, une roulette est organisée pour gagner des cadeaux ouf. iPhone 15, PS5 et plus encore. Tentez votre chance dès le 15 octobre. Pour faire durer plus longtemps son arnaque, il doit aussi verser le taux promis au client, sinon c'est cramé. Heureusement, il a prévu une technique. L'argent des nouveaux investisseurs paye les intérêts des anciens. C'est un schéma pyramidal de Ponzi. En plus de ça, si un client veut retrouver son argent, Bernard cache que tout est perdu et propose à la place de nouveaux investissements, toujours plus attractifs. Bien sûr, tout est faux. En réalité, rien n'est investi. Il a tout pensé pour monter le crime parfait. Mettre au point une manipulation, créer une image de gourou, sa connaissance du milieu lui permet d'encore mieux camoufler ses méfaits. À côté de cette fausse société, il en a une plus petite qui, elle, est tout ce qu'il y a de plus legit. Pire, lorsque la SEC, la police de la bourse, vient contrôler son livre des comptes, tout est en règle. Et oui, il falsifie les documents pour correspondre parfaitement à la réalité. À son top, il atteint quasiment 5000 clients, fait même appel à des rabatteurs pour aller en chercher de nouveaux à l'international. Des célébrités, des banques comme la BNP, des entreprises, des institutions, mais pas que. Il y a aussi des citoyens modestes qui ont donné toutes leurs économies. Faut dire que l'escroquerie dure quasiment 50 ans. Pour cause, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est que tout le monde veuille récupérer son argent en même temps. Quand c'est au cas par cas, il peut persuader les gens de rester, ou les payer avec l'argent des nouveaux venus. En revanche, impossible de refuser plusieurs milliers de remboursements sans excuse. C'est exactement ce qui se passe lors de la crise de 2008. On lui demande de redonner 7 milliards, mais il a tout dépensé. Ça fait des dizaines d'années qu'il mène la belle vie, achète des villas, des bureaux dans de célèbres immeubles ou une collection de montres de luxe. À ce moment-là, il sait que c'est fini pour lui. Il avoue tout à ses proches, se fait dénoncer par ses fils et arrêté le lendemain. Lors de son procès, aucun remords ne se voit sur son visage. Il plaide coupable pour son crime, mais aussi pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. On peut croire que l'histoire s'arrête là, ça y est, il est en prison, condamné à 150 ans, la peine maximale. Mais non, en détention, il est respecté de tous. Faut dire qu'il est le plus gros braqueur de l'histoire. Les autres détenus l'admirent. Il devient ami avec des mafieux et des terroristes, construisant même un monopole sur la vente du chocolat derrière les barreaux. Il y est décédé en 2021. 70% de la mise initiale des victimes a pu être restituée. Évidemment, aucune trace des intérêts. Cette histoire est loin d'être la première. Les arnaqueurs du web, tout comme Madoff,
Madoff se sont beaucoup inspirés d'un autre criminel, Charles Ponzi, le père des arnaqueurs. Le plan ultime pour multiplier son argent par 4. Ça fait rêver, hein? C'est ce qu'a trouvé le jeune Ponzi en 1919. Son idée se base sur le coupon réponse international, un document universel qu'on peut échanger pour recevoir un timbre du pays. C'était un moyen pour un expéditeur de donner à son destinataire la possibilité de répondre gratuitement. Bon plan pour Ponzi, il va les acheter à bas prix en Italie pour avoir des timbres bien plus chers aux États-Unis. Ça lui fait 400% de bénéfices par coupon échangé. C'est pas si simple. Deux problèmes. Le transport Italie-USA coûte cher, le prix des timbres reste très bas, il doit en acheter des quantités immenses pour faire un minimum de bénéfices. Il n'abandonne pas, trouve des investisseurs et promet de doubler leur mise en 90 jours. Un pari immense comparé aux 5% annuels des banques à l'époque. Le souci, l'histoire des coupons n'est qu'un prétexte pour récolter de l'argent. En réalité, rien n'est investi. L'argent des nouveaux est redistribué à ceux qui étaient là avant. C'est l'ancêtre de Madoff, on lui a donné son nom, c'est ça le schéma de la pyramide de Ponzi. Pour convaincre plus facilement, il cible les personnes qui n'ont pas beaucoup d'éducation financière, qui recherchent l'argent facile et rapide. Et pour amener plus de monde, au début, les investisseurs sont vraiment payés, et à un très bon taux. Ils réclament leur profit, le reçoivent et en parlent à leurs proches. Et ça marche. Avec le temps, comme Madoff, la presse décrit Ponzi comme un génie financier. Ça donne confiance, c'est sûr. C'est grâce à ces techniques qu'en mai 1920, il reçoit plus de 400 000 $, 2,5 millions le mois suivant, équivalent à 38 aujourd'hui. Il atteint même les 250 000 $ par jour à son maximum, soit quasiment 4 millions de $ actuels. Le problème est le même que celui de Madoff. Il essaye quand même son idée initiale de revendre des coupons. Sur le principe, ça aurait pu marcher, mais déjà avec les 1800 $ qu'ont déposé ses premiers investisseurs, il aurait fallu 53 000 coupons pour faire le profit attendu. Pour les 15 millions récoltés des 40 000 nouveaux clients, il faudrait des dizaines de bateaux de transport de la taille du Titanic. Son plan tombe à l'eau. Pour sauver les meubles, il achète des parts d'entreprises de macaroni et de vin pour quelques pourcents, mais on est bien loin de doubler l'investissement en 90 jours comme il le promet. Après avoir écrit un article faisant l'apologie de Ponzi, l'histoire remonte aux éditeurs du Boston Post, le plus gros journal de la ville, qui commence à douter. Il découvre que, malgré le retour sur investissement énorme qu'il promet, il refuse d'investir dans sa propre entreprise. Bizarre. Ce qu'il trahit, c'est le nombre de coupons en circulation. Il devrait y en avoir plus de 160 millions, mais les chiffres sont publics, seulement 27 000. Et puis, même si c'était vrai, c'est l'État qui lui achète ses produits, donc s'il peut les avoir moins chers, c'est considéré comme une arnaque du gouvernement. Ça saute aux yeux lorsque la police de Boston commence à enquêter. Un spécialiste de la finance raconte qu'il n'y a aucun moyen légal de faire autant de profit qu'il le promet en si peu de temps en investissement. Le 9 août, Ponzi est arrêté et enchaîne les procès. Il en fait 3, acquitté dans un et condamné de 5 ans et 9 ans de prison dans les autres. Il en sort en 1925 sous caution. Les victimes retrouvent moins d'un tiers de ce qu'ils avaient investi. Plus de 20 millions de $ de pertes, équivalent à 300 millions aujourd'hui. Mais la prison, ça l'a pas empêché d'arnaquer de nouveau. Il vend des terrains en Floride pendant un boom de l'immobilier, promettant un retour sur investissement de 200% en 60 jours. Oh, plus c'est gros, plus ça passe. Et il en vendait de vrais, hein, mais des marécages inondés et inutilisables à cet usage. Ça l'a amené à passer une bonne partie de sa vie en prison. Quand il en est sorti en 1934, il a déclaré « Je suis venu chercher les problèmes, bah je les ai trouvés ». Il passera le reste de sa vie à arnaquer des gens sans que personne ne le suive, mourant en 1949, pauvre. Les arnaques d'internet. De nos jours, de plus en plus d'escroqueries sont mises en place sur internet. Fausses crypto, mails scam de livraison Amazon, mais les plus grosses sont celles qui s'inspirent directement de Ponzi ou Madoff, comme les entreprises de MLM, le marketing multiniveau. Sur le papier, ça paraît plutôt legit. Employer des gens pour vendre des produits contre une commission, ça ressemble à de l'affiliation, rien d'alarmant. Lors de leurs énormes conférences, ces entreprises promettent richesse et liberté en étant son propre patron, tout en restant chez soi. Des discours de motivation qui correspondent parfaitement à la situation de leur cible principale, les mères au foyer américaines. Une grande partie d'entre elles aimeraient un complément de salaire pour un meilleur niveau de vie, avec le temps qu'elles passent à la maison. Elles doivent vendre le produit d'une entreprise pour recevoir un pourcentage, puis engager d'autres personnes pour en vendre plus. Vous connaissez les réunions Tupperware, des ateliers de démonstration pour vendre des produits. C'est ça qui a popularisé le concept dans les années 50. Ça marchait si bien que la marque a retiré ses produits des magasins pour se concentrer exclusivement là-dessus. Recruter toujours plus pour toucher les commissions des étages d'en dessous, puis d'en dessous, puis d'en dessous. Les distributeurs du haut de la pyramide ont une grosse partie de ce que chaque étage en dessous génère, mais toi qui viens d'arriver en bas de la pyramide, tu n'as quasiment rien. Alors comment ça se passe quand on est recruté? Déjà, vous devez créer votre entreprise, pour votre liberté. Non, si on vous a vendu ça, c'est surtout pour n'avoir aucune responsabilité. Et oui, vous n'avez ni contrat, ni salariat, donc si le modèle économique change, vous n'avez pas votre mot à dire, et c'est ciao. C'est arrivé à Advocare, une entreprise de compléments alimentaires qui a dû arrêter le MLM en 2019. Plusieurs
Plusieurs personnes en vivaient et ont perdu leur source de revenus d'un jour à l'autre sans rien pouvoir dire. Ok, maintenant pour commencer à vendre, vous devez payer. Et oui, dans les mauvaises entreprises, il faut acheter un stock de produits, une formation et voire même une licence. Si vous n'avez pas assez d'économies, vous pouvez faire un crédit. Vous allez vite rembourser de toute façon. Après que la communauté vous ait poussé, vous avez acheté le plus gros pack possible. Vous faites désormais partie du culte. Tout le monde vous accueille à bras ouverts, comme des amis. Les mêmes qui vous poussent à partager un faux lifestyle luxueux sur vos réseaux. Mais vous avez intérêt à obéir. Dès que vous montrez le moindre doute sur le MLM, ils feront tout pour vous exclure. Le pire, c'est qu'entre-temps, ils vous ont isolé des autres personnes, vous manipulant pour éloigner votre famille, qui essaye de vous protéger de l'arnaque. C'est là que ça se rapproche de la pyramide de Ponzi. La rémunération vient avant tout de l'inscription des nouveaux distributeurs et non de la vente. Les entreprises de MLM les plus malfaisantes vous poussent à recruter, pas à vendre. Peu importe le nombre d'étages, elles versent tout le temps le même pourcentage au haut de la pyramide, puis ne s'occupent plus de rien, comptant uniquement sur la naïveté des nouvelles recrues. Mais la vérité, c'est que la majorité des distributeurs sont en perte et finissent ruinés, incapables de rembourser leurs dettes. Certains tentent de dénoncer ces mauvaises pratiques. C'est arrivé avec Herbalife, la troisième plus grosse MLM du monde, presque 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, en vendant des produits nutritifs. Depuis sa création en 1980, en plus d'avoir été condamnés plusieurs fois pour la toxicité de ces produits, ils ont eu une vingtaine d'accusations officielles de vente pyramidale, notamment en Chine où le marketing multiniveau est illégal. Ils ont dû payer une amende de 20 millions de dollars pour avoir menti sur leur modèle économique. La plus grosse histoire, c'est avec Bill Ackman, un investisseur américain qui accuse l'entreprise d'être une pyramide de Ponzi et parie 1 milliard de dollars que son cours va chuter. Il fait des conférences, raconte ça sur des plateaux télé, et il y a même un reportage Netflix qui raconte l'histoire. Tout ça pour que l'action baisse et que lui gagne de l'argent. Mais alors, si c'est une arnaque, comment ça se fait que Ronaldo et Messi représentent publiquement la marque? 4 ans plus tard, en 2016, la FTC, Commission fédérale du commerce, n'arrive pas à la même conclusion. L'action monte en flèche et Bill abandonne son pari. Depuis, cette histoire les a forcés à changer de modèle économique. Le bénéfice ne doit pas venir des nouvelles recrues. Aujourd'hui, l'entreprise est toujours active, mais reste très controversée. En 2021, on a eu aussi BitRobot, un site qui promettait de doubler son argent en un mois grâce à un robot de trading en crypto. Au début, les gens sont dubitatifs, mettent de petites sommes, et après avoir récupéré de vrais gains, ils sont convaincus d'en injecter de plus grosses. En plus de ça, des visioconférences sont organisées pour te présenter l'affaire du siècle. Mais surtout, si tu ramènes d'autres personnes, tu pourras toucher une commission de l'argent dépensé. Et oui, encore un système à la Ponzi. Mais là, ça se termine autrement. D'un jour à l'autre, la page de connexion affiche que le site a été piraté. La vérité, c'est que l'équipe est partie avec la caisse. C'est un exit scam. Les victimes ont perdu plus d'1,6 million d'euros. Il y a des dizaines d'escroqueries de ce genre. Certains médias pensent même que ce sont les mêmes équipes qui recommencent encore et encore avec un nouveau nom. Bon, le plus drôle, ça restera toujours lui. Oui, ce gars-là qui crie, qui a fait le tour du web, fait la pub d'une pyramide de Ponzi de plus de 2 milliards de dollars. Il faisait même pas partie de l'équipe en plus, c'était simplement un investisseur enthousiaste. Après avoir gonflé artificiellement le prix de sa monnaie et promis des rendements exceptionnels, le BitConnect monte 8ème des cryptos les plus échangés. Le créateur risque 70 ans de prison, mais il est toujours en cavale, recherché par le FBI dans le monde entier. Avec internet, le nombre d'arnaques a connu une augmentation extrême. Entre publicité mensongère, scam, faux bots de trading, difficile de différencier le vrai du faux. Encore merci à Dungeon Hunter 6. Retrouvez le lien en description ou scannez ce QR code et obtenez votre pack de démarrage spécial. Bonne chasse et que le meilleur gagne. Une règle d'or à toujours garder en mémoire. Ce qui est trop beau pour être vrai est bien souvent trop beau pour être vrai.